Est-ce qu'on va vraiment essayer de vous parler de Mank de David Fincher en un seul plan séquence? Un seul? Ouais. Mank, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talk. Bonjour à tous, je suis Simon, vous êtes sur la chaîne d'Écran Large et aujourd'hui on va vous parler du nouveau film de David Fincher qui s'intitule Mank et qui est disponible sur Netflix. Alors c'est un événement parce que David Fincher est un des réalisateurs les plus en vue aux États-Unis, c'est un des metteurs en scène dont le travail est le plus apprécié, le plus commenté, aussi bien par les amateurs du cinéma un peu exigeant, pointu, le cinéma d'auteur on va dire, que par le grand public. Qu'il s'agisse de ces films comme Seven, comme Gone Girl, comme Zodiac et encore beaucoup d'autres, ou de séries comme Mindhunter ou House of Cards, Fincher fait partie de ces auteurs qui arrivent à réunir un public large, varié, et dont les travaux sont extrêmement étudiés, extrêmement attendus. Et Mank n'y fait pas exception. Alors, de quoi ça cause Mank? Mank, c'est un film qui veut lever le voile sur les coulisses de fabrication d'un autre film, un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma qui s'appelle Citizen Kane. Citizen Kane qui, on va dire, a forgé absolument la légende de Orson Welles. Eh bien, David Fincher va nous raconter que derrière Orson Welles, il y avait un scénariste, Herman Mankiewicz, dit Mank, qui est peut-être le véritable auteur, qui est peut-être celui à qui on doit véritablement la réussite de Citizen Kane. Voilà pour le sujet de ce film qui va donc retracer le parcours intellectuel, artistique, moral, on pourrait dire, de ce grand scénariste dont le nom est un petit peu tombé dans l'oubli, d'autant plus tombé dans l'oubli que son petit frère, Joseph L. Mankiewicz, est lui devenu un immense réalisateur, un réalisateur de légende. Alors, il y a une première question qu'il faut se poser avec le film, et qui est très importante, parce que nous on voit beaucoup de commentaires qui nous en causent, c'est est-ce que vous pouvez regarder Mank si vous n'avez pas vu Citizen Kane, ou même si vous connaissez pas très bien le Hollywood de cette époque-là, et on va dire l'histoire d'Hollywood. Alors, on va être très clair, hein, si vous arrivez à voir des films de mafieux alors vous n'êtes pas un mafieux, si vous arrivez à regarder Il faut sauver le soldat Ryan alors que vous n'avez jamais débarqué sur une plage de Normandie au petit matin, a priori vous pouvez regarder un film sur l'histoire d'Hollywood, même si vous n'avez pas vécu à cette époque-là, même si vous n'avez pas lu des trillions de tonnes de bouquins sur le sujet. Alors en revanche, oui, ça va vous demander beaucoup d'attention, ça va vous demander d'être un peu observateur pour repérer, tout simplement quand de nouveaux personnages arrivent et qu'on les présente très brièvement, très succinctement à la Fincher, regardez quels sont les rapports de domination, de pouvoir, qui est le boss, qui est le producteur, qui est le chef, qui tire les ficelles dans l'ombre. Oui, effectivement, ça va vous demander un surplus d'attention si vous ne connaissez pas le sujet. Néanmoins, c'est pareil, hein, quand je vois le nombre de gens qui ont aimé Rush et le nombre de gens qui font de la Formule 1, a priori, vous allez réussir à comprendre, il n'y a pas de souci. Néanmoins, on va se donner quand même quelques petites clés pour comprendre le point de vue du film, comment il se place, et puis peut-être vous donner des conseils si le sujet vous intéresse et que vous voulez l'approfondir. Tout d'abord, comme je vous le disais, à mon sens, c'est pas du tout indispensable d'avoir vu Citizen Kane pour comprendre le film, parce qu'il faut avoir vu Citizen Kane, et j'espère que le visionnage de Mank vous donnera envie de vous plonger dans le long métrage d'Orson Welles, mais en gros, voilà, vous n'allez pas ne rien paner si vous n'avez pas vu Citizen Kane. En revanche, ça peut être pas mal d'avoir 2-3 petites connaissances sur le fonctionnement des studios à l'époque. Alors, si c'est un sujet que vous voulez potasser, avant ou après le film, je vous recommande absolument de lire Hollywood Babylon de Kenneth Anger. Kenneth Anger, c'est un réalisateur expérimental, et puis qui est fils de techniciens qui ont toujours vécu et travaillé à Hollywood, on va dire un fils d'Hollywoodien. Et bien tout simplement, il a fait dans ce livre qui est édité en France chez Tristram, qui est admirablement écrit, qui est très pervers, très drôle, très cruel. Il raconte en fait tous les grands ragots du Hollywood de l'âge d'or, et on va dire plus ou moins du Hollywood à peu près de l'époque de Mank, et ça vous permettra, bon déjà vous allez vous fendre la gueule, ça va vous permettre de comprendre beaucoup des mécaniques qui sont à l'œuvre dans le film, et vous allez même reconnaître certains moments, certains petits traits d'humour, certains sous-entendus qu'il y a dans les dialogues, et vous allez voir, ça ouvre énormément de perspectives sur Mank de David Fincher. Donc vraiment, je vous recommande absolument la lecture de Hollywood Babylon avant ou après le film. De toute façon, c'est un petit bouquin, il se lit extrêmement vite, il y a plein d'illustrations. Voilà, si vous aimez le cinoche, vous allez prendre votre pied. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ça fait partie de ces œuvres, de ces films qui essayent de réfléchir à la figure d'Orson Welles, réalisateur de légende, immense metteur en scène. Il faut savoir que, voilà, il a une image, on va dire, pas spécialement positive, hein. C'est un salopard manipulateur et passablement mégalo, on va dire, dans le film de Fincher, mais c'est pas la première fois qu'on va dire que les Américains s'amusent à lui taper dessus. Il faut bien voir que quand bien même ces films sont considérés comme des créations assez hors du commun et assez passionnantes et incroyablement en avance de leur temps, Orson Welles, lui, a souvent été très vivement critiqué. Il a été très vivement critiqué déjà parce qu'il y a eu des campagnes de presse assez calomnieuses à son endroit, tout simplement parce que Citizen Kane, c'était un film qui était, on va dire, une biographie cachée, une biographie à clé d'un immense industriel américain qui était Monsieur Hearst. Monsieur Hearst qui possédait des médias, qui possédait des industries, qui possédait des entreprises, qui était riche à crever et qui s'était aussi lancé dans la politique, ce qui, pour Orson Welles, était manifestement, on va dire, problématique en termes d'investissement, mais aussi pour Mank, et ce qui a motivé Mank à écrire une biographie déguisée.
Et donc voilà, il faut avoir un petit peu cette idée en tête quand vous allez voir le film, c'est que Hearst à l'époque, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est un espèce de mélange entre Zuckerberg et Bolloré, quoi. C'est un mélange d'industriels vieille famille et de type en même temps qui, de par son investissement dans les médias et dans le cinéma, était un type très conscient des enjeux de son époque. Et quelqu'un d'extrêmement puissant. Donc voilà, il faut un petit peu voir quelle est cette figure et quelle est son importance à l'époque. Maintenant, on peut parler véritablement du film. Eh ben écoutez, c'est un film de David Fincher, il est vachement bien. Moi je dois dire que quand je l'ai commencé, j'étais un peu inquiet, hein, je flippais un petit peu de le regarder parce que tout simplement les films de cinéma, qui parlent de cinéma et qui essayent de singer les méthodes d'avant pour faire des films qui sont très fétichistes, on va dire, ça peut m'amuser un peu comme cinéphile, mais voilà, c'est pas des gestes que je trouve souvent ultra créatifs. Souvent, c'est des films qui sont très normés finalement, très académiques. Regardez Trumbo qui est sorti il y a quelques années, 3-4 ans. Voilà, c'est des films qui sont souvent très sages et c'est vraiment le cinéma qui se regarde le nombril. Moi ça peut m'enquiquiner très vite. Oh, Manque qui oh putain, elle est bien, j'ai même pas fait exprès. Mais bref, voilà, Manque étant un film de David Fincher qui adapte un scénario de son père, Jack Fincher, que son père n'avait pas réussi à faire au début des années 90 avec son fils, parce que le studio ne voulait pas de noir et blanc, qui justement essaye de reprendre énormément de codes visuels du cinéma des années 40, jusque dans le mixage son, c'est vous dire, donc pas que des codes visuels, des codes de fabrication. Moi j'avais un peu peur, voilà, que ce soit un espèce d'objet de musée, un peu compassé, un peu chiant, et j'ai envie de dire un peu mort à l'intérieur. Et ben en fait pas du tout, parce qu'il faut savoir que justement, Fincher n'essaye pas seulement de mimer le cinéma des années 40, il va mélanger les acquis techniques et créatifs de notre époque et une certaine grammaire du cinéma des années 40. Et ça, en fait, c'est passionnant parce que, par exemple, le film est tourné en format scope. C'est le format que vous avez à l'image, ce format un peu étiré qui donne l'impression que les personnages sont perdus dans des espèces d'immenses lieux. Bah, c'est un format qui n'est pas usité dans les années 40, donc c'est pas exactement une image des années 40. Pareil, il fait un travail sur le son qui reproduit certains artefacts sonores de l'époque, mais qui est un mixage qui est inspiré concrètement par des expérimentations d'aujourd'hui. Même chose. Très clairement, il y a plein de mouvements, il y a plein de plans qu'on n'aurait pas fait à l'époque. Le film est tourné en 8K, en numérique, donc ça n'est pas une image de l'époque. Bien sûr, c'est en noir et blanc. Et là où ça devient passionnant, c'est que oui, le film est infiniment plus net, il n'a pas du tout le même piqué, pas du tout le même rendu, pas du tout la même patine visuelle que les films sur celluloïd, sur pellicule d'il y a donc maintenant 80 ans. En revanche, Fincher s'amuse et s'intéresse à en reprendre la grammaire visuelle. Vous savez, vous avez déjà dû entendre ou lire quand on parle d'un film en noir et blanc « Oh, je fais dans un très beau noir et blanc hein. !» Et puis moi aussi, hein, c'est une expression que j'emploie connement des fois. Eh bien, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, pour le coup, ça y est, là, vous avez un beau noir et blanc. Parce que, tout simplement, Fincher va totalement réinvestir cette grammaire à l'époque, qui est très différente, en fait, de celle qu'on connaît aujourd'hui avec la couleur. Tout simplement parce qu'on n'utilise pas les mêmes méthodes, on n'utilise pas les mêmes techniques de composition de l'image pour faire passer un message, pour faire naître une émotion. Il y a tout un travail, évidemment, sur les ombrés, sur les nuances de gris, qui est assez fascinant. Fincher va aussi s'amuser à ressusciter des vieilles techniques qui sont souvent perçues comme un peu vieilles, un peu old school, alors qu'elles sont géniales. Typiquement, c'est des plans à double focale. Qu'est-ce que c'est ? La focale, en gros, vous savez, vous avez une image dans un film, un plan, puis un endroit qui est net et une partie, l'arrière-plan, souvent, qui est flou. Voilà, c'est ça. Vous avez un point de focale. Une image avec une double focale, c'est que vous avez deux espaces différents dans l'image, qui sont tous les deux nets, et quand même du flou autour. C'est un truc qu'utilisait beaucoup Brian De Palma au début de sa carrière, et qui, on va dire, a été perçu un peu comme un truc un peu ringard, un peu gros sabot, à mon avis, à tort, même si bien sûr, comme tout effet de style, il peut être mal utilisé. Voilà, là, Fincher nous rappelle que ça peut donner des effets très vertigineux, assez puissants, ça peut vraiment nous projeter dans l'image, et vraiment, il y a des plans avec à double focale dans le film qui sont démentiels. Et voilà, et on retrouve comme ça plein de choses qui sont très intéressantes, mais là où Mank m'a véritablement surpris, c'est sur l'émotion. On va pas se mentir, hein, David Fincher n'est pas le premier réalisateur à fond sur la larmoille, à fond sur l'émotion, à fond sur les sentiments. C'est souvent un réalisateur qu'on pourrait même qualifier de faussement dépassionné, dont on a dit souvent un peu vite qu'il avait un style très froid. Alors, à nouveau, hein, vous allez retrouver son maniérisme, vous allez retrouver son goût du plan parfait, du mouvement au millimètre, des répliques qui s'enchaînent, vraiment de l'horlogerie ultime, on va dire. Mais ce qui est passionnant, c'est que comme il adapte un scénario de son père, qu'il voulait faire avec lui, évidemment, forcément, le film tient une place à part dans son cœur, comme tous ces réalisateurs qui ont réussi finalement à réaliser des projets qui se portaient en eux depuis très longtemps, mais surtout, ce qui est fou, c'est que David Fincher, qui est connu pour être un cinéaste, un perfectionniste de
on va y arriver, un perfectionniste de l'extrême, quelqu'un qui lèche et qui soigne le moindre de ses plans, et puis qui se vit comme le grand chef d'orchestre de ses propres œuvres. Et bien là, il nous raconte quand même, il nous dit que finalement, le réalisateur d'une des œuvres les plus parfaites de l'histoire du cinéma n'était peut-être pas véritablement l'auteur, que c'était peut-être pas dans son travail que se nichait l'âme du film. Je trouve que c'est un geste qui est assez intéressant de sa part, qui est assez beau, parce que ça nous parle aussi de ce que c'est que la vanité de se considérer comme un auteur. Le côté un peu, oui, encore une fois, stérile, vain de cette grande figure du créateur qui écrase un peu tout et qui écrase justement peut-être la vitalité, la créativité d'une œuvre. C'est très beau de le voir parler de ça. Mais comme c'est très beau de voir comment il traite Mankiewicz, parce que l'histoire du cinéma, mais aussi de la littérature, elle est pleine de losers magnifiques. Elle est pleine de grands types qui partent au combat et qui se plantent. C'est le cas de Mankiewicz, mais Mankiewicz, c'est pas seulement quelqu'un qui se lance dans un combat désespéré, c'est pas le capitaine Ahab contre Moby Dick, c'est quelqu'un qui pendant longtemps a réussi à exister et à vivre, en tout cas c'est l'hypothèse que fait le film, en méprisant absolument ses contemporains et en jouissant, on va dire, tranquillement de ses petits vices et de ses petits avantages de scénariste connu et reconnu à Hollywood, sans vraiment se soucier de politique, du sens de son engagement, du sens de son art, en gros de ce à quoi il utilisait son immense talent. Et en fait, ce type a réalisé, trop tard, qu'il participe à une industrie qui est en train d'être fourvoyée par Hearst, ce qui va donc lui inspirer tout simplement le scénario de Citizen Kane. Mais ce qui est génial, c'est que c'est trop tard en fait. Il part au combat, vous savez, comme un tambour de guerre au 19e siècle qui partirait après les soldats et qui quand même irait jusqu'à la ligne de feu pour se faire tirer dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'authentiquement désespéré et de voué à l'échec dans le grand combat, dans le grand combat de la vie de Mankiewicz. Et voir Fincher, voilà, s'attacher à entourer ce personnage, finalement ça en devient, je trouve, extrêmement émouvant, très touchant et très beau, parce que oui, c'est un exercice aussi de mise à nu et de vulnérabilité de la part de Fincher, ce à quoi je ne m'attendais pas, pour être parfaitement sincère, donc ça m'a beaucoup touché. Alors après, le film n'est pas parfait, hein, il a quelques défauts. Le premier, c'est certains de ces personnages secondaires qui, on va pas se mentir, hein, vont vous en toucher une sans faire bouger l'autre, parce qu'il y a plusieurs personnages secondaires qui sont assez foireux dans le film, ou en tout cas très mécaniques. Je pense à celui de Lily Collins, qui a beau être une excellente interprète, on lui donne pas une partition très intéressante, hein. Elle est vraiment là pour, on va dire, vraiment apporter des petites miettes émotionnelles et, on va dire, caractériser en creux le personnage de Monk. Or, il n'y en a pas besoin, la mise en scène le fait très bien et Gary Oldman le joue suffisamment bien pour qu'on n'en ait pas besoin, donc ça alourdit un peu le film. Qui est un peu trop long, il faut bien le dire. Hélas, il est un peu trop long, c'est dommage parce que, encore une fois, Fincher est tellement brillant en termes de montage, de découpage, de mise en scène, de gestion de sa photographie, qu'il n'a pas besoin de démultiplier certains effets pour qu'on comprenne ce qui se passe. Je pense notamment aux séquences qui sont avec le deuxième Mankiewicz, Joseph Mankiewicz, le petit frère du Mank, interprété par Gary Oldman. Le problème, c'est que ces séquences, elles sont très bien, les deux comédiens sont excellents, et puis là, il faut redire que Tom Pelphrey, que vous avez pu voir dans Banshee, que vous avez pu voir récemment dans Mon cerveau refuse de fonctionner, mais vous avez pu le voir récemment ailleurs, est un brillant comédien, il est assez exceptionnel, et hélas, à nouveau, il n'a pas une partition fascinante, c'est vraiment dommage parce qu'il est très très bon, mais voilà, en gros, il apparaît toutes les 20 minutes dans le récit pour faire franchement, c'est une mauvaise idée de s'attaquer à Hearst et de faire Citizen Kane, tu devrais pas. On attend 20 minutes, il fait non mais alors en fait, c'est vraiment une mauvaise idée. Voilà, c'est un schéma très répétitif que Fincher n'arrive pas très bien à investir, et enfin, si je devais dire un dernier défaut, on sent que ça l'amuse comme un gamin. Fincher refait des grands classiques du film sur le cinéma, c'est-à-dire des travelling à l'intérieur des studios, le speech de tel ou tel personnage, enfin voilà, il a vraiment envie de s'amuser avec un coffre à jouer qui n'est pas tout à fait le sien, et autant des fois il le revisite, et c'est absolument génial, autant à certains moments, voilà, il a tendance à refaire des trucs qu'on a vus 200 fois, et du coup, en fait, à se mettre un peu en retrait du scénario de son père, je pense, et c'est pas très étonnant, hein, c'est pas très original ce que je vais vous dire, mais on sent que ce projet est tellement important pour lui, humainement, professionnellement, artistiquement, que pour une fois, il met de temps en temps son style un peu en retrait, et c'est un peu dommage, parce que, au contraire, je pense que ça méritait qu'il y aille à fond et qu'il lâche les chevaux. Bref, vous l'aurez compris, Mank, c'est un film qui est formellement passionnant, qui est traversé par des fulgurances visuelles et plastiques démentiel, qui est plus émouvant que beaucoup de David Fincher, qui souffre, on va dire, de petits soucis, à mon sens, de rythme, de tempo et de redite en termes d'écriture, et enfin, de certains moments où on sent que Fincher ne veut pas écraser son scénario, c'est un peu dommage, mais globalement, c'est une excellente surprise, c'est un très bon film Netflix, c'est admirable, c'est très beau, j'espère que ça vous donnera envie de vous renseigner sur cette époque d'Hollywood, sur les films qui ont été faits, comment ils ont été faits, et voilà, foncez, amusez-vous, c'est le moment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de vous abonner, de taper sur la cloche, de laisser un commentaire, de nous dire plein de choses gentilles. Vous nous manquez. Ah, quel jeu de mots génial. On pense bien à vous. On vous dit à très bientôt. Vive le cinéma et puis niquez vos mères. Bisous.